le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, on va parler cinéma. En fait, et pas n'importe quel cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un cinéma culte qui m'a vraiment, auquel je suis vraiment attachée. En fait, c'est un film. Du genre le livre de la jungle, Tarzan, si vous voulez. C'est du genre comme ça, quelqu'un de sauvage et qui va. Donc, je vais pas vous brûler les étapes. Oh. Ce film s'intitule L'enfant sauvage. De quoi parle ce film? Avant de parler de quoi parle ce film, je vais vous montrer. En fait, c'est une analyse que j'ai effectuée à l'écrit et auquel je vais vous la présenter sous forme de vidéo parce que ça sera plus simple et plus facile. Alors, ce film, il est réalisé par François Truffaut. Il a été réalisé en France en 1966. En fait, c'est un film qui parle d'un garçon au 19e siècle. C'est un film qui parle d'un garçon qui a été trouvé dans la forêt. Il a été trouvé dans un état qui était dans un état qui a fait la curiosité des gens. Comment cet état a fait la curiosité des gens? En fait, il était tout nu. Le garçon, il était tout nu. Il était accroupi comme ça, comme les animaux. Il n'avait il n'avait aucun comportement humain. Aucun comportement humain. Comme si il n'avait aucune culture. Et c'est ça le problème. Il n'avait aucune culture. D'accord? Donc, cet enfant a été trouvé dans la jungle. Il a fait l'objet de la curiosité des chercheurs et des personnes. Il est ensuite recueilli et après, il a été recueilli par un docteur. Ce docteur, après être entré dans le village, l'enfant a été perçu comme étant un animal. Parce qu'il n'avait aucun comportement humain et il n'avait aucune culture. Et d'où on peut tirer que la culture, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas une personne sans culture, mais aussi, il n'y a pas une personne sans vie sociale. Et je vais développer cela après. Donc, au début du film, en fait, je vais vous faire un très petit résumé. C'est pas un grand résumé, d'accord? Pour après aller étape par étape. Mais je vous conseille de regarder le film. Avec moi, vous allez comprendre le film. Ça, c'est vrai. Mais je vous conseille de regarder le film pour mieux comprendre mon analyse. Bon, au début, je vous ai dit que le comportement de l'enfant, il ne tenait pas compte des codes sociaux. D'où, ici, on peut tirer que les relations sociales sont très importantes. Lors de la première rencontre de cet enfant avec les êtres humains, il apparaît comme étant agressif et effrayé. Pourquoi? Parce que c'est sa première fois avec des gens normaux. En fait, avec des personnes en général. Parce qu'avant, il vivait avec les animaux, avec les arbres. Il était seul. Et voilà, en fait, ça, c'est un des conséquences de l'isolation totale. D'accord? Donc, il apparaît comme agressif et effrayé. De plus, lors de cette rencontre, je vous ai dit et redit, l'homme est tout nu. Il était tout nu. Plutôt l'enfant. Il était tout nu. Être tout nu, est-ce un comportement humain? Non. Vous allez me dire, mais avant il était nu lors des premières années de la vie sur la planète, il était nu. Ouais, mais ici, on met l'accent. On met l'accent sur quoi? On met l'accent sur la culture. Notre culture. Est-ce que dans notre culture,
Les gens se baladent nus? Non, bien sûr que non. Donc l'enfant, il était tout nu. Qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait qu'il n'a jamais véritablement été en contact avec les hommes. Puisque, et je le redis, le fait de s'habiller est quelque chose de culturel. Donc ici, je commence dans les éléments significatifs du film. L'enfant, vous allez dire, mais oui, il fait comme ça parce que il est malade, c'est quelqu'un d'atteint neurologiquement. Ouais, tout le monde peut penser cela. Mais au fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce film nous montre qu'un homme, un être humain en général, il ne naît pas homme. Un homme ne naît pas homme. Je m'explique. Je ne suis pas un homme si j'apprends pas à l'être. C'est plus difficile, je crois. Je m'explique encore. Par exemple, moi, je vis dans une société. Je suis musulmane. Je suis tunisienne. D'accord? Je suis tunisienne, je suis musulmane. Donc, je dois respecter les coutumes de ce pays. Par exemple, moi, je porte des vêtements, tout simplement. Je porte des vêtements quand je sors dans la rue. Pourquoi je porte des vêtements quand je sors dans la rue? Parce que c'est ma culture. Et en fait, c'est la culture de tous les pays maintenant. Mais maintenant, je vous donne un exemple. Si on m'avait pas appris qu'il fallait sortir avec des vêtements, est-ce que j'aurais porté des vêtements? Non. Donc, l'apprentissage s'acquiert petit à petit. Comme on dit, on ne naît jamais parfait. On ne naît comme étant une feuille blanche. Donc, je termine. Donc, l'homme ne naît pas naturellement doué ou sociable de raison, mais il devient en contact des autres. Je suis en train d'analyser la première partie de l'histoire. Donc, je vais expliquer encore qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire un résumé. En même temps, je vais montrer un élément significatif du film dans ce résumé. D'accord? Très bien. Alors, je vous ai dit que l'homme ne naît pas naturellement doué. D'accord? Il nous faut le contact avec autrui pour pouvoir développer notre apprentissage et notre adaptation. Sans épreuve, sans interaction, sans communication avec ses semblables, on n'aurait rien. On n'aurait aucune culture. On n'aurait aucune valeur. On ne connaîtrait pas ni l'amour, ni l'amitié, ni émotion, ni conscience. Même ce qui est inné, on ne le reconnaîtra pas. D'accord? On aura les sentiments, oui, on aura les sentiments, mais on ne le comprendrait pas. D'accord? Donc, ici, je mets l'accent sur ce que vit l'enfant. Ils ont trouvé un enfant nu. Un enfant accroupi sur les genoux, comme ça. Il était à 4 pattes. Regardez-moi, nu, à 4 pattes. Nu, à 4 pattes, vivant dans la forêt. Il a même tué un chien pour sa survie. Quand les gardiens ont envoyé des chiens pour le capturer, il les a tués. D'accord? Donc, tous ces critères
critères vous font penser à quoi? De quel geste, de quel comportement se comporte cet enfant? Un comportement animal, bien sûr. Et pourquoi se comporte-t-il avec des comportements d'animaux? Bien parce que, tout simplement, cet enfant a vécu auprès des animaux. D'accord? Et donc, nous avons quand même constaté, malgré cela, que cet enfant a des comportements humains innés. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il est vrai que l'enfant, il ne faisait pas des comportements suivant sa culture, mais il faisait des comportements suivant ses instincts. Voilà. Donc, nous pouvons quand même ici constater que cet enfant, il a des comportements humains innés, comme au cours du film. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait du lait, il cherchait à manger, il cherchait à boire. Il se défend. Il se défend pourquoi? Pour survivre. Il dort, il marche, même si il marche pas comme les gens, mais il marche quand même. Donc cela montre que cet enfant, il n'a pas de culture, il n'a rien, mais il a des instincts et les instincts sont innés. On montre ici alors que les instincts sont innés, qu'on ne doit pas avoir honte de nos instincts, qu'il ne faut pas les cacher, mais il faut les contrôler. Et ça devient de la psychologie, on va parler du ça et du moi et du... Après avoir capturé l'enfant, la nouvelle s'est répandue dans les journaux qu'ils ont capturé un enfant sauvage, sourd et muet. Le docteur Itard, qui est un médecin, il a été intrigué par cette découverte. Il a décidé d'amener cet enfant à l'Institut national des sourds et muets de Paris afin de traiter cette histoire. Là-bas, on lui a fait des tests. On lui a fait entendre des bruits, on lui a fait casser des trucs, mais il ne réagissait point. Mais quelque chose a prêté l'attention du docteur Itard. L'enfant, il n'avait pas entendu le grand son qui était en fait censé lui faire mal aux oreilles parce qu'il était plus des décibels. Mais il avait entendu une petite cacahuète qui est tombée, ou bien qui était cassée. Ici, on se pose une question. Il est sourd ou non? Donc, il y avait un débat qui s'était installé. Le docteur Itard pensait que son état était dû à l'isolement. D'accord? Il pensait que son état, il était dû au fait qu'il n'avait jamais vu un être humain de sa vie. L'autre docteur qui se prénommait professeur Pinel, il avait mis une hypothèse, ou bien je crois qu'il a même déduit que l'enfant était abandonné parce qu'il était anormal et considérait que sa place était à l'asile. Mais le docteur Itard ne voulait pas croire à cela. Il ne voulait pas croire que le jeune enfant était atteint neurologiquement. Il croyait et il tenait vraiment à son argument que l'enfant, il n'avait aucun problème psychologique et neurologique, et en fait que tout cela était le fruit de l'isolation et de l'isolement et
du manque de socialisation. Donc, le docteur Itard avait décidé de faire un test. Il allait faire un test, plutôt une expérience. Qu'est-ce qu'est cette expérience? Cette expérience, en fait, il allait prendre en charge l'enfant chez lui. D'accord? Il allait prendre en charge l'enfant chez lui. Il allait lui proposer, en fait, une famille, et proposer tout ce dont un enfant normal aurait. Et il va aussi lui faire des séances d'apprentissage. Et en fait, il va analyser ce que l'enfant deviendra. Et qu'est-ce qu'on a vu? Après avoir appris l'enfant il s'est avéré que l'enfant avait changé. Il lui a appris à réclamer du lait, à parler, à faire des sons harmonieux. Eh ben, il les a fait. Il lui a appris à reconnaître les objets. Vous vous souvenez quand il lui demandait au début, il ne savait pas les mots, donc il lui dessinait un marteau, il lui dessinait une clé, il lui dessinait des choses, et il lui demandait regarde cette photo et apporte-moi ça. Et en fait, lui, il les apporté. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que ça prouve? Je vais vous montrer aussi, je vais mettre l'accent. L'enfant, à la fin du film, l'enfant, il a appris à marcher sur ses pieds. L'enfant a appris à parler, bon, pas parler, mais dire quelques mots. Par exemple, pour réclamer du lait, il disait lait, comme ça, pour montrer qu'il voulait du lait. Il a appris il a appris la colère, il a appris l'injustice, il a appris la peur, il a appris l'amour, il a appris tout. Il a tout appris. On reviendra pour traiter ces mécanismes d'apprentissage. C'est parce que ce sont des mécanismes qu'on traitera tout seul. Donc, ici, qu'est-ce que l'élément significatif qu'on veut montrer ici? On va tout d'abord, on va remettre l'accent sur le fait que l'homme tout seul ne peut pas vivre. D'accord? Parce que je vais répéter un peu ce que j'ai dit. En fait, au début, le médecin avait conclu que des actes de l'enfant traduisaient une maladie, mentale. Il avait déduit que ce dernier agissait de tel car il était psychologiquement atteint. Alors qu'en fait, ce dernier, quand le docteur Itard lui a fait de l'apprentissage, il lui a appris, en fait, ce dernier avait appris et avait changé. Donc ici, on met l'accent sur l'importance de la société, l'importance de la sociabilisation et en fait sur l'importance de l'apprentissage. Comme j'ai dit, l'enfant, le bébé naît comme étant une page blanche. Et c'est au cours de ce qu'il vit qu'il va écrire son histoire. Le pauvre petit garçon, lui, auquel il a eu après un an, qui s'appelle Victor. Ce pauvre Victor, en fait, malheureusement, il n'avait pas eu la chance de vivre, d'apprendre au début de sa vie, d'apprendre à être un humain. En fait, il était abandonné et voici
les inconvénients de l'abandon, le résultat de l'abandon. Donc ici on conclut que Victor, il agissait de la sorte parce que il avait tout simplement un manque de sociabilisation. Et on peut ici tirer que les propos du docteur Itard étaient corrects. Donc, maintenant, on va passer aux différents mécanismes qu'a utilisé le docteur Itard pour métamorphoser, pour transformer ce jeune enfant. Ce qui me passionne dans le sauvage, c'est que tout ce qu'il fait depuis son arrivée à Paris, il le fait pour la première fois. Ça était les aveux du docteur Itard au premier tiers du film. En fait, Victor, tout au long du métrage, de sa capture jusqu'au retour à la vie, au refuge, Victor, cet enfant sauvage, ne va quasiment vivre que des premières fois. Revoyons ensemble. Première fois, quoi? C'est comme si c'était un nouveau-né. Mais en retard. Première captivité, premier débrouillage, premier voyage, premier contact avec d'autres enfants. Dans les jeunes sourds-muets. Donc il était un peu agité, il avait peur. Jusqu'aux premiers pleurs, aux premières récompenses, aux premières punitions, la première sensation d'injustice, les premiers signes d'intégration sociale. On va voir tout cela. Donc, ces premières ne s'offrent pas. On a toujours dans la vie humaine d'une personne normale. Mais chez Victor, ça s'est présenté parce que, et ça remet l'accent sur quoi? Sur que Victor n'a jamais eu de vie sociale épanouie. Après l'avoir recueilli chez lui, le docteur avait proposé ou bien avait demandé à sa gouvernante, Madame Guérin, de jouer le rôle de la maman. Ça, c'est pour que l'enfant intériorise qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce que l'amour, etc. Le premier exercice qu'a fait le docteur dès la venue de l'enfant, après lui avoir coupé les ongles, et après lui avoir coupé les cheveux, après lui avoir donné un bain chaud, après tout cela, le docteur l'a mis sur une table et a essayé d'aligner ses jambes. Lui, ses jambes étaient comme ça. Lui, il a essayé de les aligner. La première fois, ça s'est pas aligné. La deuxième, la troisième, la cinquième, la 1800e. Mais après, après, des fois de répétition, le jeune enfant, il a appris à marcher, à courir et à se mettre debout avec les jambes tel un homme. Donc ici, on peut faire sortir un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de la répétition. Également, il y a d'autres exemples pour le mécanisme de répétition. On peut prendre l'exemple aussi de quand le jeune enfant, le docteur lui apprend à la séquence de la table. Ici, quand le jeune Victor a été mis sur table pour déjeuner, déjà le fait de se mettre à table pour déjeuner était nouveau pour lui. Il n'avait pas compris au début ce que ça veut dire. Mais après, il était assis, il a mis je sais pas comment dire, la bavette, je crois. Bon. Et après, il avait devant lui la nourriture. Quand il a vu la nourriture, il a tout de suite plongé pour manger comme ça, comme un animal.
Mais Madame Guérin il lui avait donné une cuillère et il lui avait pris la main et il lui avait fait manger avec sa main, mais c'est elle qui l'aidait. Il n'avait pas accepté la première fois, il n'avait pas accepté la deuxième fois, il n'avait pas accepté la troisième fois, il n'avait pas accepté la quatrième fois, mais au cours du temps, le jeune enfant avait accepté de 1 parce qu'il avait répété et répété et répété et répété le même geste sur de long terme, mais aussi parce que il vivait avec 2 personnes qui mangeaient de la sorte. Donc avec la répétition, entrait le deuxième mécanisme, l'imitation. Donc lui, de 1, il répétait et il développait son apprentissage. Et de 2, il imitait ceux qui vivaient avec lui. Après cela, le docteur voulait lui faire intérioriser la culture et les valeurs des humains. Donc, il lui avait donné des vêtements et il lui avait donné un soulier pour qu'il puisse se vêtir comme un être humain normal. Quand il était assis et Madame Guérin et le docteur étaient là pour lui mettre ses chaussures, comme on voit dans l'image qui va apparaître comme suit, l'enfant avait fait une crise. Pourquoi il avait fait une crise? De 1, parce que c'était nouveau pour lui, c'était une pression. Et de 2, il était inconfortable. Il avait cru qu'il n'en pouvait plus, que c'était impossible, que c'était difficile. Donc, l'intériorisation des valeurs et des normes ici changeait. Parce que lui, en fait, quand on lui a fait faire porter des vêtements et des chaussures, il s'est senti mal à l'aise. Pourquoi s'est-il senti mal à l'aise? Parce que dans sa culture à lui, dans son intériorisation à lui, c'est être nu, c'est une culture. Être nu, c'est son normal à lui. Donc, quand le docteur est venu, il lui a fait porter des vêtements, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un choc pour l'enfant, il y a eu un désordre de culture pour lui. Donc, d'où vient cette crise? Ici, on peut revenir au mécanisme de la répétition. L'enfant ne savait pas comment mettre ses vêtements, mais son instinct de survie l'a poussé à mettre des vêtements. C'est son instinct. Il avait froid, il voulait des vêtements. Il avait essayé. Par exemple, il avait essayé de porter le pantalon. Il portait les deux pieds dans un même côté. Il avait enlevé le pantalon. Il avait repris le pantalon. Donc ici, l'enfant avait aussi fait le mécanisme de répétition. Et aussi, on peut dire qu'il a peut-être vu le docteur porter des vêtements, qu'il a peut-être essayé d'imiter le docteur. Donc ici, on peut dire qu'il y a 3 mécanismes qui se répètent toujours. 1, la répétition. 2, l'imitation. Et 3, l'intériorisation des normes, des valeurs, des manières de penser, de sentir et d'agir socialement. Être brûlé avec du feu, le jeune enfant avait mal. Donc, Madame Guérin l'avait caressé sur les cheveux et l'enfant qui avant était insensible à ces gestes d'affection avait éternué au moment du contact physique avec du contact physique de Madame Guérin. Donc ici, il avait peur. Donc ici, il y avait un réflexe qui était endormi chez l'enfant, non pas parce qu'il était malade, comme avait dit l'autre médecin, mais
Ce réflexe était endormi parce que le garçon ne l'avait pas développé. Donc d'ici, il avait un point de départ de son éternuement. C'était le point de départ de sa vie émotionnelle. Et là, on reprend, c'est le mécanisme d'intériorisation des normes, des valeurs, des manières de penser, de sentir, d'agir socialement. Et parfois, cette intériorisation, c'est un geste inconscient que fait l'être humain au sein de sa. On passe maintenant à l'adaptation, ou plutôt à l'habitude. Ici, l'enfant avait l'habitude, quand il voyait le docteur enfiler son chapeau, sa veste et sa canne, il se dirigeait vers la fenêtre. Automatiquement, c'était un réflexe. Pourquoi? Parce que il avait intériorisé l'idée que le chapeau, la canne et la veste étaient reliés directement à une sortie. Donc l'enfant avait intériorisé le fait que ces trois matériaux faisaient référence à la sortie, au divertissement, à la joie, à la liberté. Donc ici, c'était le mécanisme de l'habitude, de l'adaptation. Et l'adaptation, c'est l'apprentissage. Du film, le docteur avait utilisé un nouveau mécanisme. Je vais vous dire le fait et vous allez deviner ce mécanisme. En fait, le médecin avait fait le jeu des 3 tasses. D'accord? Des 3 tasses. Il avait mis un verre, 2 verres, 3 verres. D'accord? Il avait fait sentir à l'enfant une cacahuète. Puis il avait mis la cacahuète sous un verre et a demandé à l'enfant de déterminer quel verre contenait cette cacahuète. Donc ici, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait stimulé le besoin digestif de cet enfant pour que celui-ci stimule la créativité et l'intelligence. Donc l'enfant avait su où était trouvée la cacahuète. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'a fait le médecin? Il lui a ainsi donné la cacahuète et il l'avait mangée. Autre chose, le médecin, lui, qu'est-ce qu'il avait fait aussi? Il avait fait un exercice, par exemple. Il avait dessiné un marteau, un ciseau et des matériaux et avait demandé à Victor de lui apporter ces matériaux. En échange, il lui donnait de l'eau. Donc, chaque geste que fait Victor, il était récompensé par de l'eau. Donc ici, il utilise le mécanisme de récompense. On est bien d'accord? Très bien. Mais si, quand Victor, par exemple, il lui donne par exemple un exercice et lui, par exemple, il casse la tasse, ou bien il fait sa petite crise d'inadaptation, ou bien il fait une faute, ou bien il répond mal, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le met dans l'armoire. Cela prouve quoi? Cela prouve qu'il est puni. Pourquoi il est puni? Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Donc ici, le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il plante chez l'enfant la notion du bien et du mal, du vrai et du faux, de la punition et de la récompense. Et d'ici, on peut tirer que ce mécanisme s'appelle le processus de récompense et de punition. Autre exemple du processus de récompense-punition qu'on a vu dans ce film, c'était quand Victor proclamait du lait. Victor proclamait du lait, il voulait du lait, mais il ne voulait pas entendre ce que lui disait le docteur. Le docteur lui disait qu'il fallait dire lait, le mot lait, pour pouvoir avoir du lait.
Victor, il continuait à faire sur la tasse pour vouloir du lait. Qu'est-ce qu'il faisait alors ici, le docteur? Il ne lui donnait pas de lait. Il commandait Madame la gouvernante pour ne pas lui donner du lait jusqu'à ce qu'il dise lait. Mais après, il se dit d'accord, il lui dit ok, vas-y, il lui donne le lait. Et quand Victor boit son lait, il voit il se rend compte qu'il doit dire le lait. Après avoir bu le lait, il dit lait. Après l'avoir bu. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du passage du temps, il s'est habitué à proclamer du lait verbalement. Donc ici aussi entre la répétition, bien sûr, et aussi l'imitation. L'imitation comment? Monsieur le docteur, il lui dit « dis-lait » et lui, il lui répond « lait » et lui, il va l'imiter « lait », « nan » et voilà, il va l'imiter, et après l'avoir imité, après avoir fait le processus des récompenses, après avoir fait l'imitation, la répétition, et qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura intériorisation de cette valeur et celle de la manière et celle de dire ou proclamer une chose qu'on veut. Ici, on tire que on peut rien avoir sans le proclamer. Donc, ce qu'on voit dans ce film, que les mécanismes d'apprentissage sont toujours les mêmes. Ils se répètent dans toutes les séquences de ce film. Autre test qu'a fait le docteur à Victor, c'est le test du miroir. Et ici, on peut dire que ce test a bien stimulé l'apprentissage de Victor, comme si c'était un bébé. Donc, il a mis Victor devant un miroir et l'enfant, il cherchait qui était devant lui. Il croyait que c'était une autre personne. Mais, après l'avoir stimulé avec une pomme, le besoin alimentaire avait stimulé son intelligence et son intelligence lui avait fait faire hop comme ça. Il s'est tourné. Il a ainsi compris que celui qui était dans le miroir, ce n'était pas une autre personne, mais c'était que lui. Donc ici, on peut voir qu'il y a un concept de soi qui était en train de se bâtir. Donc le nouveau mécanisme qu'on a connu maintenant, c'est le test de miroir. C'est un vrai mécanisme qu'a utilisé le docteur pour stimuler l'intelligence de qui? De Victor. Ce qu'a fait le docteur, c'est l'exercice de l'injustice. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'exercice de l'injustice? En fait, il a imposé à Victor une injustice auquel il a été imposé avant. Avant, quand les enfants le battaient, il n'avait il ne faisait aucune réaction. D'accord? Mais ici, il a essayé de voir que fera Victor face à une telle injustice. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un exercice à Victor. Victor a répondu une réponse exacte, une réponse correcte. Et après, normalement, il devait le récompenser. Ça faisait partie du processus de récompense et punition. Mais ici, le docteur avait puni Victor alors qu'il avait bien répondu. Là, Victor, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté, il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a senti l'injustice. Il y a eu en lui le vrai sens de l'injustice. Donc, pour résumer tout cela, on a vu que le docteur avait utilisé beaucoup de mécanismes d'apprentissage, parmi lesquels la répétition, le sens de l'injustice, la récompense,
la processus récompense-punition, l'intériorisation des normes, valeurs, manières de penser, sentir, réagir socialement, le test de miroir et aussi Victor, après, il demandait à Madame de lui caresser les cheveux. Il avait connu qu'est-ce que ça voulait dire l'amour. Alors ici, avec cela, on termine notre mécanisme, les différents mécanismes d'apprentissage auxquels a fait recours le médecin. Alors, pour conclure, je voudrais qu'on réponde ensemble à quelques questions qui vont bien illuminer tout ce qu'on a dit. Et ça va bien conclure tout ce qu'on a dit ensemble. Première question. Pourquoi l'enfant du film est-il qualifié de sauvage? Pourquoi il a été maltraité et qualifié de sauvage? Parce qu'il est considéré comme tel parce qu'il a grandi hors de tout contact avec la société et il ne dispose d'aucun point de repère pour interagir avec les autres hommes. Il ne sait pas non plus communiquer avec eux, n'ayant jamais appris à parler. Il n'a donc pas été socialisé. Pourquoi on dit sauvage? Parce qu'il est différent. Il n'est pas social. Deuxième question. Comment l'enfant marche-t-il? Comment l'enfant mange-t-il? Et comment dort-il? Il ne connaît pas la posture verticale. Il ne sait se déplacer qu'à 4 pattes. Il mange sans aucune forme de retenue. Il est incapable de dormir dans les conditions de confort que nous connaissons et dort dans les arbres ou à même le sol. Comment Victor apprend-il à jouer avec les autres enfants? Il s'intéresse spontanément à l'enfant qui joue dans le champ avec la brouette. Il lui bloque le passage, puis lui montre à sa manière son intérêt pour le jeu. Celui-ci comprend le message, l'assied dans la brouette et il pousse. Donc, avec ces questions, je voulais vous montrer que l'apprentissage apparaît petit à petit et que la socialisation, avec cette vidéo, je voulais vous montrer que la socialisation, c'est la chose la plus importante. C'est elle qui détermine notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir et tout. Donc, pour terminer cette vidéo, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous recommande vivement de regarder le film. Et je vous dis au revoir.